Bonjour à tous. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire pour nous dire d'où vous nous regardez et à quelle heure. Ainsi, YouTube continuera à vous proposer des histoires comme celle-ci. Maintenant, plongeons dans ces récits qui, je l'espère, vous donneront des frissons. La plupart des gens ne réalisent pas à quel point on peut se sentir isolé quand on conduit des camions pour gagner sa vie. C'était fin octobre 2022, et depuis 8 ans, je transportais des marchandises à travers le Midwest. Ce travail me convenait. Un salaire décent, beaucoup de temps seul avec mes pensées, et la possibilité de voir des coins du pays que la plupart des gens ne connaîtront jamais. J'avais 43 ans, divorcé, vivant dans un petit appartement en périphérie de Columbus, dans l'Ohio. Cette semaine-là avait été routinière, jusqu'à ce que le dispatch me contacte jeudi après-midi pour une livraison de dernière minute. Du matériel agricole devait être livré à une ferme à 2 heures de Des Moines, et il fallait que ce soit pour cette même nuit. Le salaire était doublé en raison de l'urgence, et honnêtement, j'avais besoin de l'argent supplémentaire avec les fêtes qui approchaient. J'aurais dû voir cela comme un premier signe d'alerte, mais l'argent a cette façon de faire taire nos instincts. L'adresse qu'on m'avait donnée menait à une propriété perdue au milieu de nulle part, où les routes goudronnées se transformaient en gravier, puis en terre battue. Mon GPS ne cessait de recalculer l'itinéraire, comme s'il ne comprenait pas où j'étais censé aller. Vers 21h30, j'ai enfin trouvé l'endroit. Une immense porte en bois avec, accroché de travers, un panneau sur lequel était peint ferme Donovan, comme si personne ne l'avait touché depuis les années 1970. Le client, un certain monsieur Donovan, m'avait déjà appelé 3 fois pour s'assurer que j'arrivais bien. Sa voix était étrange, presque désespérée, insistant sur le fait qu'ils avaient absolument besoin du matériel cette nuit-là. Impossible d'attendre le lendemain matin. Quand j'ai franchi cette porte, mes phares ont balayé des champs vides de chaque côté. Des tiges de maïs mort, alignées comme des soldats. La maison principale se trouvait à environ 400 mètres de la route, plongée dans l'obscurité, à l'exception d'une fenêtre jaune qui brillait à l'étage. Mais les instructions de livraison indiquaient d'apporter tout le matériel à la grange, à un autre 800 mètres plus loin, au cœur de la propriété. La grange était une structure rouge massive, probablement construite dans les années 1940 ou 1950, avec ses portes coulissantes anciennes qui devaient faire 6 mètres de haut. Monsieur Donovan m'attendait déjà dehors quand je suis arrivé, debout sous un projecteur qui repoussait à peine les ténèbres autour de nous. Il devait avoir la soixantaine, portait une salopette et une chemise à carreaux qui pendaient sur son corps maigre. Ce qui m'a le plus frappé, ce furent ses yeux. Il ne cessait de s'agiter, ne restant jamais posé sur moi plus d'une seconde avant de scruter l'obscurité derrière la grange, puis le camion, puis de nouveau les ombres. Il s'est approché avant même que je ne descende de la cabine, parlant rapidement de sa gratitude, de l'importance de cette livraison pour leur opération. Ce mot m'a marqué, pas ferme, pas entreprise, mais opération. Il ne cessait de frotter ses mains en parlant, et j'ai remarqué de la terre incrustée sous ses ongles, comme si elle faisait partie de sa peau. J'ai reculé la remorque jusqu'aux portes de la grange, comme il me l'avait demandé. Et c'est là que les choses ont commencé à devenir étranges. D'ordinaire, les clients ont leur propre équipe pour décharger, surtout pour du matériel lourd. Mais monsieur Donovan a insisté pour que ce soit seulement lui et moi. Il a prétendu que ses ouvriers étaient rentrés chez eux pour la journée, mais qu'ils ne pouvaient pas attendre le lendemain pour décharger. Le chargement consistait en 3 grandes caisses listées sur le manifeste comme équipement de traitement agricole. Chacune devait peser dans les 360 kg. Impossible pour 2 personnes de les déplacer sans équipement adéquat. Quand je l'ai fait remarquer, il a rapidement répondu qu'il avait un chariot élévateur à l'intérieur de la grange. Nous devions simplement ouvrir les caisses et porter les composants un par un. Cela n'avait aucun sens. Pourquoi démonter l'équipement avant de le déplacer là où on allait l'assembler? Mais il avait déjà sorti un pied de biche et se dirigeait vers la première caisse. J'ai enfilé mes gants de travail et les suivis. Le salaire supplémentaire était trop tentant pour poser trop de questions. Nous avons ouvert la première caisse. À l'intérieur, il y avait bien des pièces de machine, des cadres en acier, des composants de convoyeur, un mécanisme de broyage. Rien d'inhabituel. Monsieur Donovan a saisi une extrémité d'un cadre et m'a fait signe de prendre l'autre. Les portes de la grange étaient déjà ouvertes, comme une bouche noire attendant de nous engloutir. Alors que nous portions cette première pièce vers l'entrée, il s'est remis à parler, sa voix résonnant étrangement dans l'air nocturne. Il parlait de l'expansion de leur opération, de leurs besoins accrus de capacité de traitement, de la prospérité de leur affaire. Pourtant, tout dans cet endroit hurlait le contraire. Pas de traces de pneus fraîches, à part les miennes. Pas de lumière dans les dépendances, aucun signe que quiconque ait travaillé cette terre depuis des mois. Nous avons franchi le seuil de la grange, et l'odeur m'a immédiatement frappé. Un mélange de foin vieux,
d'huile de moteur, et quelque chose d'autre en dessous. Quelque chose de métallique et âcre qui m'a forcé à respirer par la bouche. La seule lumière provenait d'une ampoule suspendue à une poutre, à une trentaine de mètres, laissant le reste de la grange plongé dans l'obscurité. C'est alors que je l'ai entendu. Un léger frottement, comme des bottes sur du béton, essayant d'être discret. J'ai arrêté de marcher, tenant toujours mon extrémité du cadre. Monsieur Donovan s'est immédiatement mis à parler plus fort, presque frénétiquement, indiquant où nous devions déposer l'équipement, pointant vers l'obscurité de sa main libre. Mais j'étais concentré sur l'adaptation de mes yeux à la pénombre. Et c'est là que je les ai vus. Des ombres qui n'étaient pas tout à fait normales. Des formes humaines, parfaitement immobiles, adossées au mur du fond. Au début, j'ai cru que c'était des équipements ou des balles de foin, mais l'une d'elles a légèrement bougé, comme si quelqu'un changeait son poids d'un pied sur l'autre. Il y en avait au moins 4 que je pouvais distinguer, peut-être plus loin. Elles se tenaient là, dans le noir, attendant. Monsieur Donovan continuait de parler, sa voix devenant plus aiguë, plus désespérée, disant que nous devions aller plus loin, que le chariot élévateur était au fond. Chaque instinct que j'avais développé en 20 ans d'âge adulte hurlait de fuir. J'ai posé mon extrémité du cadre, calmement, et j'ai dit à monsieur Donovan que je devais vérifier quelque chose dans mon camion. Son visage a changé. L'énergie nerveuse s'est transformée en quelque chose de plus dur, de plus méchant. Il a dit, on avait presque fini. Il fallait juste amener l'équipement à l'intérieur. Mais sa main s'est déplacée vers sa poche, et j'ai pu distinguer la forme de quelque chose. Les ombres au fond ont commencé à avancer, lentes et délibérées, se déployant pour bloquer tout passage vers l'arrière de la grange. L'une d'elles a renversé quelque chose de métallique. Le bruit a résonné sur le sol en béton et a retenti dans l'espace. Monsieur Donovan a lâché son extrémité du cadre et a fait un pas vers moi, disant que je ne pouvais pas partir, que nous avions un accord. Sa voix avait complètement changé. Plus de rôle du fermier nerveux. Elle était froide, contrôlée, comme s'il avait déjà fait cela et savait exactement comment cela devait se dérouler. Je n'ai pas couru. Courir aurait déclenché ce qu'ils avaient prévu. Au lieu de cela, j'ai reculé lentement, gardant les yeux sur monsieur Donovan tout en surveillant les ombres dans mon champ de vision périphérique. Je lui ai dit que j'avais un voyant de pression des pneus allumé, qu'il fallait que je vérifie avant que la remorque ne se déplace et n'endommage son équipement. Une préoccupation professionnelle, vous voyez. Il a hésité une seconde, essayant probablement de déterminer si je jouais le jeu ou si j'essayais de m'échapper. Cette hésitation était tout ce dont j'avais besoin. J'ai continué à reculer vers la sortie de la grange, mes bottes crissant sur le gravier. Les ombres à l'intérieur bougeaient plus vite maintenant, et j'entendais des voix basses et urgentes. Monsieur Donovan m'a suivi, essayant toujours de me convaincre de revenir, disant que ses neveux voulaient juste aider au déchargement. Des neveux, hein? Des neveux qui se cachent dans le noir et attendent que des routiers entrent au fond des granges. Quand j'ai atteint la portière de ma cabine, il m'a attrapé le bras, ses doigts s'enfonçant dans ma veste. Son autre main sortait quelque chose de sa poche, et je n'ai pas attendu pour voir ce que c'était. J'ai arraché mon bras et l'ai repoussé si fort qu'il a trébuché contre la remorque. Puis j'étais dans la cabine, claquant la porte et verrouillant en un seul mouvement. Monsieur Donovan s'est relevé immédiatement, frappant à ma vitre, hurlant que je ne pouvais pas partir avec son équipement. Dans le rétroviseur, j'ai vu 3 hommes sortir de la grange. Tous bâtis comme s'ils passaient leur journée à lancer des balles de foin, et ils couraient vers le camion. J'ai démarré le moteur, et ce rugissement diesel n'avait jamais sonné aussi bien. Monsieur Donovan a sauté sur le marchepied, essayant d'ouvrir la portière, son visage collé contre la vitre. J'ai vu ses dents, jaunes et tordues, alors qu'il hurlait des menaces sur ce qui m'arriverait si je partais. Les 3 hommes étaient presque arrivés au camion, et l'un d'eux portait ce qui ressemblait à un pied de biche. J'ai embrayé et commencé à avancer, lentement au début. Monsieur Donovan s'est accroché pendant peut-être 10 mètres avant de devoir lâcher prise ou se faire écraser. La chose intelligente aurait été de filer droit devant, mais je devais décrocher cette remorque. Pas question de leur laisser 800 000 $ d'équipement à revendre ou à utiliser comme appât pour le prochain chauffeur. J'ai avancé d'une 50aine de mètres, suis descendu avec mon décrocheur et détaché la sellette en un temps record. Les hommes couraient vers moi maintenant, vraiment en courant, et j'entendais monsieur Donovan crier des instructions. Le camion, ne le laissez pas partir avec le camion. C'est alors que j'ai compris. Ils ne voulaient pas la cargaison. Ils voulaient mon camion. Ils avaient probablement prévu de m'assommer, ou pire, dans cette grange, de prendre le camion et de me laisser là avec la remorque vide. Je suis remonté dans la cabine au moment où le premier homme m'atteignait, son pied de biche s'abattant vers mon pare-brise. Le verre s'est fissuré en toile d'araignée, mais a tenu alors que je démarrais en trombe, les laissant tous dans un nuage de poussière et de gaz d'échappement. Dans mes rétroviseurs, je les ai vus debout dans les faisceaux des phares de la remorque abandonnée.
Monsieur Donovan hurlait toujours, agitant les bras comme un fou. J'ai traversé cette porte en bois sans ralentir, des morceaux volant partout, et je n'ai pas arrêté avant d'atteindre l'autoroute principale. Puis je me suis arrêté dans la première aire de repos bien éclairée que j'ai trouvée, et j'ai appelé le 911. Le policier qui est venu, un adjoint du shérif, a pris ma déposition, regardé le pare-brise endommagé, et m'a dit qu'il irait vérifier. Mais son expression m'a tout dit. Ce n'était pas son premier appel concernant des événements étranges sur ces routes de campagne. Il m'a demandé si je pouvais identifier l'un des hommes, à part Monsieur Donovan, et j'ai donné les détails dont je me souvenais. Il a tout noté, a dit qu'ils enquêteraient, mais m'a prévenu qu'à leur arrivée, l'endroit serait probablement nettoyé, paraissant comme une ferme normale. Ces gens savaient jouer le jeu. Il a dit qu'ils auraient une histoire toute prête sur un désaccord concernant le paiement, peut-être même porter plainte contre moi pour vol d'équipement. L'adjoint m'a suggéré d'appeler mon dispatch, de tout rapporter à ma compagnie, et peut-être d'éviter les livraisons dans des fermes isolées pendant un moment. Le lendemain matin, mon dispatch m'a appelé, furieux, mais pas contre moi. Il s'est avéré que la compagnie de transport qui avait sous-traité la livraison n'existait pas. Les papiers étaient faux. L'autorisation de paiement provenait d'une carte de crédit volée, et le numéro de téléphone de Monsieur Donovan était un téléphone jetable. Tout cela était un piège dès le début. Mais voici ce qui m'a vraiment marqué. Quand j'ai commencé à demander aux autres chauffeurs dans les aires de repos, j'ai entendu des histoires. Des situations similaires, toujours la nuit, toujours dans des fermes ou des entrepôts isolés, toujours des livraisons urgentes avec un salaire premium. La plupart des chauffeurs qui avaient accepté ces missions et étaient réellement entrés dans les bâtiments avaient été déclarés disparus. Leurs camions retrouvés abandonnés à des centaines de kilomètres, vidés de tout. Les chauffeurs, eux, jamais retrouvés. Le FBI avait apparemment une équipe spéciale sur le coup, mais ces opérations se déplaçaient. Différents États, différents noms, toujours une longueur d'avance. J'ai eu de la chance. Chance d'avoir remarqué ces ombres. Chance d'avoir écouté mon instinct. Chance d'être sorti à temps. Maintenant, je ne fais que des livraisons de jour, uniquement pour des compagnies établies. Et si un salaire semble trop beau pour être vrai, je me souviens de cette nuit à la ferme Donovan et je passe mon chemin. Certaines sommes ne valent pas le risque. Epilogue Mystique. Des années plus tard, en passant devant cette ferme, j'ai vu les mêmes ombres se tenir près de la grange, comme si elles attendaient encore. Et parfois, la nuit, je rêve de Monsieur Donovan me murmurant à l'oreille « Tu ne peux pas fuir pour toujours ». Je dois raconter ce qui m'est arrivé un mercredi soir sur l'autoroute 50, car je n'arrive toujours pas à le comprendre moi-même. Je suis routier longue distance. Je conduis des 18 roues depuis environ 12 ans. Principalement des marchandises entre le Nevada et le Colorado. Je m'appelle Martin, et je me considère généralement comme quelqu'un de posé. Il faut l'être quand on transporte 27 tonnes de cargaison à travers des cols de montagne et des étendues désertiques. Cette nuit-là, je transportais une cargaison d'électronique de Reno à Denver. Rien de particulièrement précieux, mais assez pour que je reste prudent. J'avais quitté Reno vers 18 h, prévoyant de conduire toute la nuit, car le trafic serait plus léger et je pourrais avancer plus vite. Ma femme Johanna m'attendait à la maison pour le vendredi après-midi, et je voulais dormir un peu au dépôt avant de rentrer chez nous à Aurora. Le temps était clair, une soirée de novembre ordinaire, avec des températures qui baissaient, mais pas de neige prévue. L'autoroute 50, à travers le Nevada, est appelée la route la plus solitaire d'Amérique pour une bonne raison. On peut conduire pendant des heures sans croiser une âme. Juste des étendues sans fin de broussailles et de montagnes lointaines. En général, j'aime ça. Cela me donne de l'espace pour réfléchir, écouter des podcasts, peut-être appeler Johanna quand je passe dans des zones avec une bonne couverture réseau. Vers 21h30, j'étais à environ 65 km à l'est d'Austin, Nevada, quand j'ai remarqué des phares dans mes rétroviseurs. Voir un autre camion sur l'autoroute 50 n'est pas inhabituel. Beaucoup d'entre nous l'utilisent comme alternative à LI 80, mais quelque chose chez celui-ci a immédiatement attiré mon attention. C'était un Peterbilt, probablement un modèle 579. Peint en noir uni, sans logo de compagnie, sans numéro d'hôte visible, rien. La remorque était une de ces unités réfrigérées, également noire, ce qui m'a paru étrange, car la plupart des réfrigérateurs sont blancs ou argentés pour réfléchir la chaleur. L'ensemble avait l'air cher, peut-être personnalisé, mais complètement anonyme. J'ai pensé que c'était probablement un propriétaire indépendant qui aimait garder les choses discrètes, bien qu'en 12 ans de conduite, je n'avais jamais vu un camion commercial entièrement non marqué. Au début, je n'y ai pas prêté trop d'attention. Le conducteur gardait une distance respectable, peut-être 100 mètres derrière moi, ce qui est une distance polie pour la conduite de nuit. Mais après environ 20 minutes,
j'ai commencé à ressentir une gêne au creux de l'estomac. Quand on conduit sur de longues distances, on développe un rythme, un schéma de vitesse. Parfois, on pousse à 110 km/h sur les lignes droites, on ralentit à 105 km/h dans les montées, peut-être à 85 km/h dans les virages plus serrés. La plupart des camions derrière vous vont soit correspondre à votre vitesse moyenne et reculer progressivement, soit trouver leur propre rythme et finir par vous dépasser. Mais ce camion noir, lui, correspondait à chacun de mes mouvements, comme si nous étions reliés par un câble invisible. Quand j'accélérais à 115 km/h, je voyais ses phares dans mon rétroviseur se rapprocher lentement pour maintenir cette même distance de 100 mètres. Quand je testais en ralentissant à 95 km/h, ces lumières reculaient, gardant la distance parfaite. Après 30 minutes de cela, je savais que quelque chose n'allait pas. J'ai essayé de distinguer le conducteur quand nous passions sous les rares réverbères près des petites villes, mais les vitres de la cabine étaient si teintées que je ne pouvais rien voir à l'intérieur. Ce qui m'a vraiment perturbé, c'est le silence soudain de ma radio CB. Normalement, même sur l'autoroute 50, on capte des conversations. Quelqu'un se plaignant des radars ou avertissant des cerfs sur la route. Mais depuis que ce camion noir était apparu, ma CB était silencieuse, à part des parasites. J'ai attrapé mon téléphone pour appeler Johanna, lui dire que j'étais à l'heure, mais je n'avais pas de réseau, ce qui n'était pas inhabituel pour cette section. Pourtant, la combinaison de la CB silencieuse et de ce camion, maintenant ma distance parfaite, me faisait dresser les poils sur la nuque. 1 heure après le début de cette étrange danse, j'ai décidé de tester quelque chose. Il y a une station-service près d'Eastgate qui est généralement fermée la nuit, mais qui a une grande aire de repos où les routiers s'arrêtent parfois pour vérifier leur chargement ou faire une sieste rapide. J'ai mis mon clignotant très tôt, donnant beaucoup d'avertissements, et j'ai commencé à ralentir pour la sortie. Bien sûr, les phares derrière moi ont commencé à clignoter. Clignotant gauche correspondant au mien. Ma bouche est devenue sèche en voyant cela. J'ai continué à ralentir, descendant à environ 65 km/h, puis 55 km/h en approchant de la bretelle, mais à la dernière seconde, j'ai annulé mon clignotant et accéléré pour retourner sur l'autoroute, poussant mon camion plus fort que d'habitude. Le camion noir a suivi mon mouvement exact. Clignotant annulé, accélération fluide, retour à cette distance de 100 mètres. C'est à ce moment-là que j'ai su avec certitude que ce n'était pas une coïncidence ou un conducteur qui se trouvait allé dans ma direction. Cette personne me suivait délibérément, et ce depuis plus de 80 km. Mon esprit a commencé à envisager des possibilités. Aucune n'était bonne. Peut-être que quelqu'un savait ce que je transportais. Les électroniques ne sont pas des drogues ou des armes, mais une remorque pleine d'ordinateurs portables et de tablettes pouvait valoir pas mal d'argent pour le bon receleur. Ou peut-être que c'était quelque chose de bien pire. J'avais entendu des histoires dans les aires de repos, des conducteurs parlant de camions qui vous suivent jusqu'à ce que vous vous arrêtiez, puis de mauvaises choses qui arrivent. Des détournements où ils vous battent à moitié mort et vous laissent dans le désert. Certains gars affirmaient même qu'il y avait des équipes qui vous forcent à quitter la route dans des endroits isolés, faisant croire que vous vous êtes endormi au volant. J'avais toujours pensé que ces histoires n'étaient que des légendes de routiers, des récits qui grossissent à chaque récit. Mais assis là avec ce camion noir collé à mon pare-choc, ces histoires ne semblaient plus si invraisemblables. La section de route devant moi était particulièrement désolée. Je ne verrais pas une autre ville avant 50 km, et la couverture réseau était inexistante. J'ai commencé à faire des calculs dans ma tête. J'avais environ les 3/4 d'un réservoir, assez pour atteindre Ely sans m'arrêter, mais c'était encore presque 2 heures de route. L'aire de repos la plus proche était à environ 40 minutes. Un de ces arrêts basiques avec des toilettes et quelques places de parking pour les semi-remorques. J'y étais déjà arrêté, me souvenant qu'il était mal éclairé, sans caméra de sécurité, juste un endroit solitaire au milieu de nulle part. Pas question de m'y arrêter avec ce camion noir à mes trousses. Je continuais à vérifier mes rétroviseurs, espérant apercevoir une marque distinctive sur le camion. Peut-être attraper un aperçu de la plaque d'immatriculation quand nous tournions dans les virages et que l'angle changeait. Mais celui qui conduisait ce camion savait ce qu'il faisait. Il restait parfaitement centré dans la voie. Ne me donnait jamais un angle différent. La seule chose que je pouvais distinguer était une petite lumière LED rouge sur le tableau de bord qui brillait comme un petit œil me surveillant. Même les feux de position de la remorque étaient faibles, à peine légaux, juste assez brillants pour éviter de se faire arrêter, mais pas assez pour éclairer des détails. Puis quelque chose s'est produit qui a fait se contracter tout mon corps. Nous approchions d'une section où l'autoroute 50 croise la route 376, et il y avait une petite station-service là-bas, un de ces vieux établissements familiaux qui ferment à 22 heures, mais laisse les lumières allumées pour les pompes en libre-service. En approchant, j'ai vu un autre semi-garé près des pompes, un Freightliner blanc avec Anderson Logistique peint sur le côté. Le conducteur était dehors, vérifiant ses pneus avec une lampe torche. J'ai commencé à clignoter mes phares frénétiquement,
espérant qu'il lèverait les yeux, qu'il verrait peut-être que quelque chose n'allait pas. Le gars a levé les yeux, s'est protégé les yeux de mes phares, et j'ai vu qu'il faisait un pas vers la route comme s'il essayait de comprendre quel était mon problème. Mais dès que nous avons passé, j'ai vu dans mon rétroviseur les phares du camion noir s'allumer soudainement, dirigés directement vers l'autre conducteur. L'homme a trébuché en arrière, et j'ai vu qu'il lâchait sa lampe torche. Ses phares sont restés allumés pendant peut-être 5 secondes, puis se sont éteints à nouveau. Quand j'ai regardé la route, mes articulations étaient blanches à force de serrer le volant. Les 20 minutes suivantes ont semblé durer des heures. Je continuais à alterner mon regard entre la route devant moi et mes rétroviseurs, regardant ces phares maintenir leur distance parfaite. Ma chemise était trempée de sueur, bien que j'aie la climatisation allumée. J'ai réessayé la CB, balayant les 40 canaux, mais elle était toujours morte. C'est alors que je me suis souvenu de quelque chose. Mon neveu m'avait offert une caméra de tableau de bord le Noël précédent, un de ces modèles à double caméra qui enregistre à la fois l'avant et l'arrière. J'avais installé l'appareil, mais honnêtement, je l'avais oublié la plupart du temps. La carte mémoire pouvait contenir environ 6 heures de vidéo avant de commencer à écraser les anciennes. J'ai tendu la main et vérifié que la petite lumière rouge d'enregistrement était allumée, puis j'ai légèrement ajusté mon rétroviseur pour m'assurer qu'il captait le camion noir. Au moins, s'il arrivait quelque chose, il y aurait des preuves. La pensée de si quelque chose arrivait m'a donné envie de vomir. J'avais déjà été dans des situations délicates. Crevaison, tempête de verglas, même un conducteur ivre qui m'avait frôlé près de Salt Lake City. Mais c'était différent. C'était délibéré, calculé, patient. La personne dans ce camion attendait quelque chose. Et j'avais un mauvais pressentiment sur ce que c'était. Enfin, j'ai vu le panneau indiquant l'aire de repos de Ikazan à 3 km. Ce n'était pas grand-chose, juste un arrêt avec quelques tables de pique-nique et des installations basiques. Mais je me souvenais qu'elle avait quelque chose d'important. Une vue dégagée de la route dans les deux sens et assez d'espace pour faire demi-tour rapidement si nécessaire. Plus important encore, elle était sur une légère colline, ce qui signifiait que j'aurais l'avantage du terrain si les choses tournaient mal. Je sais que cela semble paranoïaque, mais quand on a 110 km de rien dans toutes les directions et qu'on est traqué depuis plus d'1 heure, paranoïaque commence à sembler assez rationnel. J'ai pris ma décision rapidement. Pas de signal cette fois. Juste un virage soudain vers la sortie au dernier moment possible. Les freins du camion noir se sont verrouillés derrière moi. J'ai entendu le crissement même par-dessus mon propre moteur. Et pendant une seconde, j'ai cru qu'il allait se renverser en essayant de me suivre. Mais le conducteur a repris le contrôle, luttant pour ramener ce monstre sur la bretelle derrière moi. Alors que je pénétrais dans l'aire de repos, mes phares ont balayé le parking vide. Aucun autre véhicule, aucun témoin, juste moi et celui qui allait me suivre. J'ai positionné mon camion stratégiquement, le nez tourné vers la sortie, le moteur toujours en marche. Puis j'ai attendu, regardant dans mes rétroviseurs le camion noir rouler lentement dans l'aire de repos et s'arrêter à environ 15 mètres derrière moi, le moteur ronronnant avec un grondement menaçant. Nous sommes restés là pendant ce qui a dû être 5 minutes, bien que cela ait semblé une éternité. Aucun de nous ne bougeait. Aucun de nous n'a éteint son moteur. Je pouvais voir la silhouette de quelqu'un sur le siège du conducteur du camion noir, mais les vitres teintées m'empêchaient toujours de distinguer des traits. Ils étaient juste assis là, attendant, observant. J'avais mon téléphone à la main, priant pour une seule barre de réseau, mais sans succès. Puis j'ai remarqué quelque chose qui a fait se serrer ma poitrine. Une deuxième figure bougeant à l'intérieur de la cabine, passant de la couchette au siège passager. Ils étaient 2. Mon esprit s'est mis à envisager mes options. Je ne pouvais pas les distancer. Leur camion avait l'air plus récent et probablement plus puissant. Se battre était hors de question. J'ai 53 ans et un genou en mauvais état, et ils étaient 2. J'ai gardé ma main sur le levier de vitesse, prêt à l'enclencher si l'un d'eux ouvrait une portière. L'attente était insupportable. J'entendais mon propre cœur battre par-dessus le grondement des moteurs. Puis, soudain, leur CB s'est animé, non pas avec des mots, mais avec un étrange bruit de cliquetis, rythmé, presque comme du code Morse, mais pas tout à fait. Click, click, pause. Click, 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 pause, click. Cela a duré peut-être 30 secondes, puis s'est arrêté. Je ne savais pas ce que cela signifiait, mais cela ressemblait à un compte à rebours, ou pire, à un signal pour quelqu'un d'autre. C'est alors que j'ai vu des phares approcher de l'ouest. Un autre véhicule arrivait rapidement. En s'approchant, j'ai réalisé que c'était une voiture de patrouille de la police routière du Nevada. Je n'avais jamais été aussi heureux de voir ces lumières de ma vie. J'ai immédiatement commencé à clignoter mes phares et j'ai klaxonné 3 fois. Le signal universel des routiers pour la détresse. La voiture de patrouille a ralenti, est entrée dans l'aire de repos et s'est positionnée entre moi et le camion noir. Ses barres lumineuses LED éclairant tout en bleu et blanc dur.
L'officier est sorti, la main posée sur son arme de service, et s'est dirigé vers le camion noir. Je l'ai vu frapper à la vitre du conducteur, l'ai vu s'abaisser de quelques centimètres. Ils ont parlé pendant peut-être 2 minutes, bien que je n'ai pas pu entendre ce qui était dit. L'officier a fait le tour du camion, éclairant les côtés avec sa lampe torche, et j'ai vu qu'il s'est arrêté à l'arrière de la remorque, prenant des photos avec son téléphone. Puis il est venu vers moi. Officier Colton, selon son badge, la trentaine, l'air mortellement sérieux, m'a demandé si j'allais bien, si ces gars m'avaient menacé. Je lui ai tout raconté, la filature, les mouvements synchronisés, l'intimidation à la station-service. Il a hoché la tête, m'a dit qu'il avait reçu 2 autres signalements cette semaine concernant un semi-noir suivant des conducteurs sur l'autoroute 50, bien que j'étais le premier à m'être réellement arrêté. Il a dit que les plaques étaient enregistrées au nom d'une société écran qui n'existait pas vraiment, et qu'ils essayaient de les attraper depuis des semaines. Apparemment, 3 conducteurs le mois dernier avaient été volés après avoir été suivis, forcés de quitter la route dans des endroits isolés, battus, leur cargaison volée. Il m'a dit d'attendre pendant qu'il appelait des renforts. En 15 minutes, 2 autres voitures de patrouille sont arrivées, et l'aire de repos ressemblait à une scène de crime avec toutes les lumières clignotantes. Les officiers ont encerclé le camion noir, arme au poing, ordonnant aux occupants de sortir. À travers mes rétroviseurs, j'ai vu 2 hommes descendre de la cabine, les mains en l'air. Le conducteur était grand, peut-être 1,93 mètres, vêtu d'un sweat à capuche gris et d'un jean, complètement banal à l'exception d'un tatouage en fil barbelé autour du cou. Le passager était plus petit, trapu, avec un crâne rasé, et portait une veste en cuir malgré le froid. Tous 2 avaient l'air calmes, presque amusés, comme si ce n'était qu'un contretemps mineur. Les officiers les ont menottés, et l'un a commencé à fouiller la cabine pendant qu'un autre vérifiait la remorque. C'est là que les choses sont devenues intéressantes. L'officier Colton est revenu vers moi et m'a dit qu'ils avaient trouvé quelque chose dans la cabine. Un carnet avec des logs détaillés des camions qu'ils avaient suivis. Numéro de plaque d'immatriculation, manifeste de cargaison obtenu illégalement, nom de conducteur, adresse personnelle, itinéraire régulier. Mes informations y figuraient, jusqu'au nom de ma femme et notre adresse à Aurora. Ils avaient même des notes sur les moments où je m'arrêtais habituellement pour faire le plein et quelles aires de repos je préférais. La remorque était vide, à part des outils qui semblaient destinés à forcer d'autres remorques. Des coupe-boulons, des pieds de biche, une sorte d'appareil électronique que Colton a dit être probablement utilisé pour perturber les unités GPS des remorques. Ces gars étaient des professionnels, faisaient cela depuis qui sait combien de temps. L'enquête a duré encore 2 heures, avec des officiers prenant ma déposition, copiant les images de ma caméra de tableau de bord et documentant tout. Ils m'ont dit que les 2 hommes étaient déjà recherchés en lien avec des crimes similaires dans l'Utah et l'Arizona. Ils faisaient partie d'un réseau plus large qui ciblait les routiers longue distance transportant de l'électronique et des produits pharmaceutiques. Le camion noir était l'un des 3 qu'ils utilisaient. Tous identiques, tous enregistrés sous de fausses sociétés. Ils suivaient une cible pendant des heures, apprenaient ses habitudes, attendaient le moment parfait pour frapper. Si je ne m'étais pas arrêté dans cette aire de repos, si la voiture de patrouille n'était pas arrivée, ils auraient probablement essayé de me faire quitter la route quelque part dans le désert entre là et Ely. L'officier Colton m'a donné sa carte, a dit que je devrais témoigner éventuellement, mais que pour l'instant, j'étais libre de partir. Il a proposé de m'escorter jusqu'à la limite du comté, ce que j'ai accepté avec gratitude. Alors que je quittais cette aire de repos, suivant la voiture de patrouille avec mes jambes tremblant encore d'adrénaline, j'ai jeté un dernier regard au camion noir, maintenant entouré de rubans de police et de projecteurs. Les 2 hommes étaient déjà dans des voitures de patrouille séparées, et je n'ai jamais su leur nom. Je ne voulais pas le savoir. Je suis arrivé à Denver sans autre incident, j'ai serré Johanna plus longtemps que d'habitude en rentrant à la maison, et j'ai pris une semaine de congé avant ma prochaine tournée. Je conduis toujours sur l'autoroute 50 parfois. C'est une partie de mon itinéraire régulier. Mais maintenant, j'ai un Glock chargé dans ma cabine, parfaitement légal avec mon permis de port d'armes dissimulé. Et chaque fois que des phares apparaissent dans mes rétroviseurs sur ces étendues solitaires, mon pouce accélère un peu, me demandant si tout recommence. Epilogue Mystique. Des mois plus tard, en conduisant sur cette même route, j'ai vu le camion noir garé sur le bas-côté, comme s'il m'attendait. Mais cette fois, il n'y avait personne à l'intérieur. Juste une ombre qui semblait me sourire depuis le siège du conducteur. La pluie martelait mon pare-brise depuis 3 heures, et je fonctionnais uniquement grâce au café noir et aux bars énergétiques que j'avais attrapés à la dernière aire de repos. J'étais routier depuis environ 12 ans, transportant principalement de l'électronique depuis des entrepôts en Californie vers l'est. Cette nuit-là, début septembre 2016, je traversais les montagnes quelque part entre Sacramento et le lac Tahoe, essayant de respecter mon délai de livraison à Elko.
La radio CB crépitait de parasites, et je me souviens avoir pensé que le temps empirait de minute en minute. Ma femme amie m'avait appelé plus tôt pour me dire que notre fille Sophia avait gagné son concours d'orthographe à l'école, et je ressentais cette douleur familière de manquer un autre moment important. J'avais promis à toutes les deux que je serais à la maison pour le week-end, et j'étais déterminé à tenir cette promesse, ce qui signifiait pousser malgré la tempête. Le tronçon d'autoroute sur lequel je roulais avait ses virages en épingle à cheveux brutaux que même les conducteurs expérimentés détestaient, surtout par un temps comme celui-ci. Mon camion était chargé à bloc, environ 35 tonnes au total, et la pluie rendait l'asphalte glissant comme de l'huile. J'avais baissé ma musique et serrais fermement le volant, gardant une vitesse stable d'environ 55 km/h dans les courbes. Les phares découpaient des rideaux de pluie, et la visibilité était peut-être de 10 mètres au mieux. Je vérifiais constamment mes rétroviseurs, m'assurant que ma remorque ne dérapait pas quand je prenais ce virage particulièrement méchant que les locaux appelaient apparemment le virage du mort. La route tournait brusquement à droite, avec un mur de roche d'un côté et rien que l'obscurité et une pente raide de l'autre. C'est alors que je les ai vus. 3 petites silhouettes debout au milieu de ma voie, immobiles, comme si elles attendaient quelque chose. Chaque instinct que j'avais développé en années de conduite s'est déclenché en même temps. J'ai tiré brusquement le volant vers la gauche tout en freinant, mais pas trop fort. Faire un tête-à-queue avec un semi-remorque entièrement chargé sur une route de montagne mouillée aurait été une sentence de mort. Les silhouettes n'ont pas bougé, n'ont pas sursauté, n'ont même pas réagi à mon klaxon hurlant ou aux monstres de 18 roues qui fonçaient vers elles. Elles ressemblaient à des enfants, peut-être 8 ou 9 ans, portant ce qui semblait être des imperméables jaunes, beaucoup trop brillants, presque fluorescents sous mes phares. Leurs visages étaient baissés, cachés sous les capuches, et leurs bras pendaient droit le long de leur corps d'une manière peu naturelle qui macérait la poitrine. Le camion a commencé à déraper sur le côté, la remorque me poussant vers le garde-fou, et j'ai entendu les pneus hurler contre le bitume mouillé. J'ai réussi à passer entre ces silhouettes et le mur de roche, les frôlant de quelques centimètres, sentant tout le camion trembler alors que je luttais pour garder le contrôle. Une fois que je les ai dépassés, j'ai immédiatement commencé à chercher un endroit pour me garer, mon cœur battant si fort que je pouvais l'entendre par-dessus le moteur. Il y avait un petit espace de stationnement environ 400 mètres plus loin, à peine assez grand pour mon camion, mais j'ai réussi à m'y faufiler. J'ai attrapé ma lampe torche et mon téléphone, composant déjà le 911 en sautant hors de la cabine. La pluie a immédiatement trempé ma veste, mais je devais retourner vérifier ses enfants. La dispatch a répondu et j'ai presque hurlé au sujet des enfants debout sur la route pendant une tempête, lui donnant le kilométrage et tout. Elle a dit qu'elle enverrait une voiture de patrouille immédiatement et m'a dit de rester dans mon véhicule pour ma sécurité. Mais j'étais déjà en train de courir le long de l'accotement, le faisceau de ma lampe torche coupant à travers la pluie. Quand j'ai atteint l'endroit où je les avais vus, il n'y avait rien. Pas d'enfants, pas d'imperméables, aucun signe que quiconque ait été là. J'ai fouillé les deux côtés de la route, appelant, pensant qu'ils avaient peut-être couru dans les bois, mais le seul son était la pluie frappant les feuilles et le grondement lointain du tonnerre. L'officier de la patrouille routière est arrivé environ 20 minutes plus tard. Un jeune homme nommé l'officier Ramirez, qui avait l'air sincèrement préoccupé quand j'ai expliqué ce qui s'était passé. Il m'a fait lui montrer l'endroit exact, et nous avons tous les deux fouillé la zone avec nos lampes torchées pendant que la pluie continuait à tomber. Il a examiné les traces de dérapage laissées par mon camion, a pris des photos, et n'a cessé de me poser des questions détaillées sur ce que j'avais vu. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est quand il m'a demandé de décrire les visages des enfants, et que j'ai réalisé que je ne le pouvais pas. Ces capuches avaient tout caché. Et en y repensant, ils n'avaient jamais levé les yeux. Pas même quand 18 roues et 40 tonnes de métal avaient dérapé vers eux. L'officier Ramirez s'est tu un moment, puis m'a demandé de le suivre jusqu'à mon camion. Il a sorti son calepin et m'a montré une liste de dates remontant à 2 ans. Chaque entrée correspondait à un autre conducteur signalant la même chose. Des enfants en imperméable jaune, toujours par groupe de 3, toujours à ce virage précis, toujours disparaissant sans laisser de traces. Nous avons eu 4 accidents ici au cours des 18 derniers mois, m'a-t-il dit, sa voix à peine audible par-dessus la pluie tambourinant sur le toit de ma cabine. Des conducteurs qui évitent des enfants qui ne sont pas là quand nous arrivons. 2 d'entre eux ont traversé le garde-fou. Il a pointé vers le bord où la montagne s'effaçait dans le noir, et j'ai senti ma bouche devenir sèche, pensant à quel point j'avais été proche de rejoindre cette statistique. Il a expliqué qu'après le 3e accident, ils avaient installé des caméras aux 2 extrémités du virage, espérant capturer ce qui se passait en vidéo. Les images n'avaient jamais montré d'enfants, mais elles avaient capturé autre chose environ 1 mois plus tôt. Un fourgon blanc en mauvais état garé juste du côté aveugle du virage à 2 heures du matin, et quelqu'un traînant ce qui semblait être des mannequins sur la route. Quand les unités de patrouille sont arrivées, le fourgon avait disparu, et les mannequins aussi. L'officier Ramirez a fait défiler une photo floue sur son téléphone, montrant 3 silhouettes de la taille d'enfant en équipement de pluie jaune, positionnées exactement là où je les avais vues,
Sauf que celle-ci était clairement artificielle, avec des membres rigides et des visages qui n'étaient que des têtes en plastique vides sous ces capuches. L'officier a expliqué qu'il soupçonnait soit une fraude à l'assurance, soit quelque chose de pire, du vol de cargaison. Faire déraper ou s'arrêter brusquement un conducteur. Puis, pendant que tout le monde s'occupe de l'accident ou cherche des enfants blessés, des complices pillent la remorque. Il a mentionné qu'ils avaient trouvé des preuves d'effraction sur 2 des camions accidentés, bien que les conducteurs n'aient pas survécu pour confirmer ce qui avait été volé. Les mannequins étaient lestés à la base, a-t-il dit, conçus pour rester debout même par vent fort. Et les imperméables jaunes étaient faits d'un matériau réfléchissant qui s'illuminait comme un feu sous les phares. Ceux qui faisaient cela y avaient mis une sérieuse réflexion. Ils savaient exactement où les placer pour un effet maximal, juste au point le plus serré du virage où les conducteurs auraient le moins de temps pour réagir et les options d'évitement les plus dangereuses. L'officier Ramirez m'a demandé de vérifier les verrous et les scellés de ma remorque. Et en effet, il y avait des éraflures fraîches autour du mécanisme de verrouillage, comme si quelqu'un avait travaillé dessus avec des outils avant d'être interrompu. C'est alors que nous avons entendu un autre camion monter la montagne. Le rugissement lointain d'un moteur diesel luttant contre la pente. L'officier Ramirez a immédiatement pris sa radio, appelant l'unité la plus proche pour arrêter tout le trafic commercial sur cette section jusqu'à ce que nous puissions dégager la scène. Mais le son se rapprochait vite, et nous savions tous les deux que le conducteur ne verrait pas nos véhicules avant de tourner ce virage. L'officier a couru vers sa voiture de patrouille et a allumé toutes ses lumières. Toute la zone s'est illuminée de bleu et de rouge comme un carnaval, se réfléchissant sur la pluie et les parois rocheuses. J'ai attrapé mes fusées de détresse de la cabine et j'ai commencé à courir vers le virage, les allumant au fur et à mesure, les jetant sur la route pour créer une piste d'avertissement. Nous pouvions entendre le frein moteur du camion s'engager. Ce rugissement staccato distinctif se répercutant sur les montagnes, ce qui signifiait que le conducteur avait vu quelque chose et essayait de ralentir. Le camion est apparu au coin à environ 40 km/h, assez lentement pour s'arrêter quand il nous a vus. Et le conducteur, une femme plus âgée aux cheveux gris attachés en queue de cheval, a baissé sa vitre, l'air ébranlé. « Vous les avez vus ?» a-t-elle demandé avant que l'un de nous ne puisse parler, sa voix tremblante. Les enfants sur la route, à environ 3 km en arrière, debout là. L'officier Ramirez et moi avons échangé un regard, et il s'est rapidement approché de son camion pendant que je restais en garde, surveillant la route. Elle a expliqué avoir vu 3 silhouettes en imperméable jaune près d'une aire de repos en contrebas de la montagne. Mais quand elle avait vérifié ses rétroviseurs après les avoir dépassés, ils avaient disparu. L'officier a immédiatement appelé des renforts pour fouiller cet endroit, soupçonnant que les criminels travaillaient sur plusieurs sites ou avaient déplacé leur opération après avoir vu les lumières de la police. La femme, qui s'appelait Gloria, a dit qu'elle conduisait sur cet itinéraire depuis 15 ans et avait entendu des histoires sur le virage du mort, mais ne les avait jamais crues jusqu'à ce soir. Pendant que nous parlions, un autre appel est arrivé sur la radio de l'officier Ramirez. Un automobiliste venait de signaler avoir vu un fourgon blanc descendre la montagne à toute vitesse sur une route de service parallèle à l'autoroute, en direction de la vallée. Le timing était trop parfait pour être une coïncidence. L'officier Ramirez a dit à Gloria et moi de continuer jusqu'à la ville suivante et de déposer des rapports officiels au poste, mais je ne pouvais pas simplement partir sans en savoir plus. J'ai demandé si je pouvais le suivre là où il cherchait ce fourgon, et, à ma surprise, il a accepté, pensant probablement qu'un témoin pourrait être utile s'ils attrapaient quelqu'un. Nous avons formé un petit convoi, sa voiture de patrouille en tête, mon camion suivant, et Gloria derrière moi, descendant la montagne prudemment tandis que d'autres unités de police nous dépassaient, montant pour sécuriser le virage. Environ 10 minutes plus tard, nous avons atteint une ancienne station-service fermée depuis des années. Et là il était, un fourgon blanc avec le moteur encore chaud, abandonné derrière le bâtiment. Les portes arrière étaient ouvertes, révélant exactement ce que nous craignions. 3 mannequins de la taille d'enfants habillés en imperméable jaune, ainsi que plusieurs autres dans diverses tenues. Il y avait aussi des outils, de la corde, et ce qui semblait être du matériel électronique pour surveiller les scanners de police. Mais les responsables n'étaient nulle part, ayant apparemment fui à pied dans la forêt environnante. La police a amené des chiens et a cherché toute la nuit, mais la pluie avait lavé la plupart des traces olfactives. Ils ont trouvé des empreintes de pas menant à un ruisseau où les pistes disparaissaient, suggérant que ceux qui avaient fait cela savaient exactement comment échapper au pistage. À l'intérieur du fourgon, ils ont découvert des carnets avec des informations détaillées sur les itinéraires de camionnage, les horaires de livraison et des manifestes de cargaison spécifiques. Ces gens étudiaient leurs cibles depuis des mois. Ce qui a vraiment fait frissonner ma peau, c'est de trouver le logo de ma compagnie sur l'un des papiers, avec des notes sur les expéditions d'électronique que nous transportions régulièrement à travers ce col. L'officier Ramirez m'a montré une carte qu'ils avaient trouvée, avec des dizaines de marques rouges le long de diverses routes de montagne en Californie et en Oregon.
Chaque marque datée et annotée avec des codes qu'ils essayaient encore de déchiffrer. Le FBI s'est impliqué le lendemain matin, traitant cela comme un vol de cargaison organisé à travers les États. Ils m'ont interrogé pendant 3 heures, passant en revue chaque détail, chaque seconde de ce que j'avais vécu. Il s'est avéré que des schémas similaires avaient été signalés à Washington et en Idaho. Toujours la même méthode, des mannequins conçus pour provoquer des accidents ou des arrêts d'urgence, ciblant toujours des types spécifiques de cargaison. Ils n'ont jamais attrapé les responsables, du moins pas que j'ai entendu. Les autorités ont installé plus de caméras, augmenté les patrouilles et émis des alertes à tous les conducteurs commerciaux concernant le stratagème des mannequins. Pendant des semaines après, les routiers partageaient des histoires sur la CB concernant des appels serrés et des silhouettes suspectes sur les routes de montagne. J'ai terminé ma livraison à Elko avec un jour de retard et j'ai dû tout expliquer à mon dispatch qui avait déjà entendu parler de l'incident aux infos. Quand je suis enfin rentré ce week-end-là, j'ai serré Amy et Sophia plus longtemps que d'habitude, incapable d'expliquer pourquoi j'étais si ébranlé par ce qui aurait dû être juste un autre danger du métier. Je conduis encore sur cet itinéraire parfois, et oui, je ralentis toujours au virage du mort. Même par temps parfait, d'autres conducteurs le font aussi. On peut dire ceux qui connaissent l'histoire à la façon dont leur feu stop s'illumine avant ce virage. Le pire, c'est l'incertitude qui reste avec vous. Chaque fois que je vois quelque chose sur le côté de la route la nuit, même si ce n'est qu'un sac poubelle ou un morceau de pneu, je me demande si c'est eux qui recommencent. Si ce soir est celui où un autre conducteur n'aura pas autant de chance que moi. La compagnie a installé des caméras de tableau de bord dans tous nos camions après mon incident. Et je garde ces images enregistrées sur mon téléphone. 3 silhouettes jaunes dans la pluie qui ont failli me coûter tout. La preuve que parfois, les vrais monstres ne sont que des gens avec un plan. Epilogue Mystique. Parfois, quand je repasse ce virage, je vois les imperméables jaunes briller dans le noir, même quand il ne pleut pas. Et une fois, j'ai entendu des rires d'enfants dans le vent, alors qu'il n'y avait personne. Je dois que tout le monde comprenne ici que ce qui m'est arrivé en avril dernier me fait encore vérifier mes rétroviseurs constamment, même quand je conduis juste pour aller au supermarché. Je transportais une cargaison de pièces automobiles de Milwaukee à Kansas City, un itinéraire que j'avais fait peut-être 50 fois auparavant. À 38 ans, je conduisais des camions depuis presque 15 ans, principalement ces trajets dans le Midwest où on finit par connaître chaque aire de repos, chaque bon restaurant, chaque radar. Ma femme Jennifer et nos 2 enfants étaient habitués à ce que je sois parti 3-4 jours d'affilée. Et je gagnais toujours bien ma vie parce que je préférais les trajets de nuit, quand la circulation était plus légère et que je pouvais avancer plus vite. Ce trajet particulier a commencé comme les autres. Chargé vers midi, j'ai mangé dans un endroit qui fait des sandwichs au meatloaf incroyable. Et j'ai pris la route vers 20h, quand le soleil se couchait derrière les champs de maïs. Les premières heures étaient parfaites. Ciel dégagé, température tombant à ce confortable 15 degrés Celsius, on n'a pas besoin de la climatisation, mais on n'a pas froid non plus. J'avais ma thermos pleine de café, un sac de ces bâtonnets de bretzel dont je suis accro, et ma radio CB crépitant avec les conversations habituelles des autres conducteurs. Vers minuit, quelque part sur LX 80 à travers l'Iowa, la plupart des communications radio s'étaient calmées, ne laissant que des vérifications occasionnelles sur les radars ou les conditions météo à venir. Je roulais bien, probablement à 120 km/h dans une zone à 110 km/h, quand j'ai entendu quelque chose qui m'a fait baisser ma musique. À travers les parasites est venue cette voix, claire et calme. « Salut, Garrett. Comment se comporte ce Freightliner ce soir ?» Je conduis un Freightliner Cascadia. Un camion assez courant, mais entendre mon vrai prénom au lieu de mon indicatif, Midwest Ghost, m'a fait pause. Personne sur la CB n'utilise de vrai nom à moins de vous connaître personnellement. Et cette voix ne me disait rien du tout. J'ai attrapé mon micro et répondu « Ici Midwest Ghost. Qui demande ?» Mais je n'ai eu en retour que du silence. J'ai pensé que c'était peut-être quelqu'un de la compagnie qui s'amusait, bien que cela n'explique pas comment il savait exactement où j'étais à ce moment-là. Environ 10 minutes plus tard, juste après avoir passé le kilomètre 142, la voix est revenue « Kilomètre 142. Bien à l'heure, Garrett. Cette cargaison d'alternateurs et d'ensemble de freins doit te garder stable. » Ma poitrine s'est serrée parce que c'était exactement ce que je transportais, jusqu'aux pièces spécifiques, et cette information n'était sur aucun manifeste public. Les détails d'expédition étaient électroniques, scellés, accessibles uniquement aux équipes des entrepôts aux 2 extrémités et à notre bureau de dispatch. J'ai essayé de me dire qu'il devait y avoir une explication. Peut-être que le dispatch jouait un tour stupide en pleine nuit, ou qu'un autre conducteur de ma compagnie s'amusait à mes dépens. Mais ensuite, la voix est revenue, et cette fois, elle a dit quelque chose qui m'a fait serrer le volant plus fort. Jennifer est probablement endormie maintenant, blottie sous cette couette bleue que tu lui as achetée pour Noël.
Ton fils maçonne à un match de baseball samedi que tu vas manquer. J'ai failli dévier dans les bandes rugueuses. Comment quelqu'un pouvait-il savoir pour l'emploi du temps de la petite ligue de mon fils ou de quelle couleur était notre couette? Ce n'étaient pas des choses dont je parlais à la radio. Ma vie personnelle restait personnelle, et j'utilisais la CB strictement pour le trafic et la météo. Peut-être un coup de fil avec des conducteurs que je connaissais depuis des années. J'ai éteint ma CB complètement, ce que je ne fais jamais, car c'est comme conduire les yeux bandés sans les mises à jour de trafic des autres routiers. Le silence dans la cabine semblait anormal, mais pas aussi anormal que cette voix connaissant des détails sur ma famille. Mon téléphone était monté sur le tableau de bord, et j'ai pensé à appeler Jennifer, mais qu'est-ce que j'aurais pu dire? Eh, chérie, un type flippant à la radio, c'est de quelle couleur est notre couette? Elle aurait pensé que j'avais trop conduit, que je devais m'arrêter et dormir. Le plus étrange, c'est que je n'étais pas fatigué du tout. L'adrénaline me tenait éveillé, vérifiant chaque véhicule qui me dépassait, les étudiants dans mes rétroviseurs latéraux alors qu'ils disparaissaient dans l'obscurité devant moi. Environ 30 km plus loin, je n'ai plus supporté le silence et j'ai rallumé la CB, passant au canal 19, le canal principal des routiers, espérant entendre des conversations normales qui apaiseraient mes nerfs. Au lieu de cela, dès que je l'ai allumé, cette même voix était déjà là, comme si elle m'attendait. Canal 19, Canal 9, Canal 28. Peu importe où tu vas, Gareth. Je t'écoute depuis des semaines. Cette histoire que tu as racontée sur ce chien blessé que tu as trouvé près de Waterloo. Vraiment touchant. La façon dont tu te plains du café à ce Flying J près de Davenport. Hillarant. Ma bouche est devenue complètement sèche. C'était des conversations de différents trajets, à différents moments de la journée, éparpillées sur le dernier mois. Quelqu'un m'avait surveillé, enregistré, peut-être en construisant un profil entier de ma vie à travers des conversations CB anodines. La voix a continué, presque conversationnelle maintenant. Tu te demandes comment, n'est-ce pas? C'est en réalité assez simple quand on sait ce qu'on fait. Ton enregistrement CB, ton numéro DOT, fait des recoupements avec certaines bases de données d'expédition. Les réseaux sociaux sont une mine d'or pour les détails familiaux. Jennifer devrait vraiment rendre son Facebook plus privé. C'est alors que j'ai remarqué les phares dans mes rétroviseurs, peut-être à 400 mètres derrière, maintenant une distance parfaite. Des voitures m'avaient dépassé toute la nuit, mais celle-ci restait là, correspondant exactement à ma vitesse. Quand j'ai accéléré à 130 km/h, ces phares sont restés en place. Quand j'ai ralenti à 110 km/h, même chose. La voix sur la CB est revenue. C'est ça. Nous sommes juste derrière toi. On voulait s'assurer que tu saches que tu n'es pas seul ici. Les phares ont soudainement clignoté 3 fois. Long, court, long, puis sont revenus à la normale. Mon esprit s'est mis à envisager des options. Appeler le 911. Prendre la prochaine sortie. Me garer dans une aire de repos où il y aurait d'autres gens. Mais les routiers savent que appeler les flics parce que quelqu'un vous suit sur l'autoroute ne donne rarement une réponse immédiate. Surtout quand on ne peut pas prouver de crime réel. Et s'arrêter semblait être exactement ce que cette personne voulait que je fasse. Les 65 km suivants ont été les plus longs de toute ma carrière de conducteur. Cette voiture est restée derrière moi comme si elle était attachée par une corde invisible, ne variant jamais sa distance de plus de quelques mètres. La voix de la CB intervenait toutes les quelques minutes avec ses observations. Beau changement de voix. Très fluide. Oh, tu es à court de carburant. Tu vas probablement devoir t'arrêter dans les 80 km. Il y a cette station Loves à la sortie 88, mais le Pilot à la sortie 95 a de meilleurs prix pour le diesel, n'est-ce pas? Et le pire, c'est que tout ce qu'il disait était exact. Mon indicateur de carburant était juste au-dessus du quart de réservoir, et je préférais habituellement cette station Pilot. Ils avaient fait leur devoir, probablement suivi mes achats de carburant, connaissaient mes habitudes mieux que je ne réalisais en avoir. Les phares clignotaient selon des séquences étranges. Parfois des éclairs rapides, parfois des maintenus longs, comme un code que je ne pouvais pas comprendre. J'ai décidé de tester quelque chose. Il y avait un poste de pesée à venir au kilomètre 2011 que je savais fermer à cette heure-ci, mais qui était bien éclairé et avait des caméras de sécurité. J'ai mis mon clignotant très tôt, regardant ces phares derrière moi. Bien sûr, ils ont imité mon clignotant, s'allumant au même moment exact. Mais alors que je commençais à me rabattre sur la voie de sortie, la CB a crépité. Belle tentative, Gareth, mais on sait tous les deux que ce poste est fermé depuis minuit. Les caméras n'enregistrent même plus. Coupure budgétaire en janvier dernier. Continue à rouler. J'ai brusquement remis le volant dans ma voie, le cœur battant si fort que je pouvais l'entendre par-dessus le bruit du moteur. Il savait que les caméras étaient éteintes. Ce n'était pas une information publique.
Je ne le savais que parce qu'un policier d'État l'avait mentionné lors d'une inspection aléatoire le mois précédent. Cette personne avait fait des recherches sérieuses, ou pire, avait des connexions avec des gens qui sauraient ces choses. Mon téléphone a commencé à vibrer avec des SMS. Au début, j'ai pensé que c'était peut-être Jennifer qui s'était réveillée. Mais quand j'ai jeté un coup d'œil à l'écran, les messages provenaient d'un numéro inconnu. Juste des coordonnées, des nombres de latitude et de longitude, les uns après les autres. J'ai reconnu le format de ma formation GPS. Et quand j'ai mentalement calculé le premier ensemble, j'ai réalisé qu'il marquait ma position exacte sur l'autoroute à ce moment-là. Le deuxième ensemble était à environ 8 km devant. Le troisième à 16 km. Il traçait mon itinéraire, me montrant qu'il savait exactement où j'allais. La voix sur la CB s'était tue, mais d'une certaine manière, c'était pire que quand elle parlait. Tout ce que j'avais maintenant, c'était le bourdonnement constant de ses phares dans mon rétroviseur et le buzz occasionnel d'un autre SMS de coordonnées. Mon indicateur de carburant continuait à baisser, et je savais que je devrais bientôt m'arrêter, que je le veuille ou non. Le panneau de la station Pilot brillait au loin, et il me restait peut-être 25 km de diesel. Mon esprit travaillait à travers les scénarios. M'arrêter vite, faire le plein avec le moteur en marche, prêt à filer. Mais les routiers savent qu'on ne peut pas simplement s'élancer d'une station-service avec un gros camion. Cela prend du temps pour manœuvrer, du temps pour prendre de la vitesse. Les phares derrière moi ont commencé à clignoter rapidement cette fois, presque de manière festive, comme s'ils savaient que le moment de la décision approchait. Puis la voix de la CB est revenue, mais différente maintenant. XIT. Sortie 95 qui arrive, Garrett. La pompe numéro 7 est ta préférée, n'est-ce pas? Bon rayon de braquage pour ce fretliner. Nous serons juste là avec toi. J'ai réalisé alors qu'il m'avait poussé vers ce moment tout du long, m'usant psychologiquement, me rendant paranoïaque et épuisé pour que je sois hors de mon jeu quand je devrais enfin m'arrêter. Mais j'ai remarqué quelque chose qu'il n'avait peut-être pas prévu. Un camion de Walmart avait lentement gagné sur nous au cours des 16 derniers kilomètres, et il y avait 2 autres camions visibles au loin derrière lui. Au lieu de prendre la sortie 95, j'ai attrapé mon téléphone et appelé mon dispatch assez fort pour que cela puisse être capté par la CB s'ils écoutaient d'une manière ou d'une autre ma cabine. Brad. Ouais, je suis au kilomètre 290, à court de carburant. Je vais m'arrêter au Pilot sortie 95, mais j'ai un véhicule qui me suit depuis environ 100 km. Agit de manière suspecte. Voiture blanche. Impossible de distinguer la plaque. Je documente tout pour l'assurance et le rapport de service. La voix grave de Brad a rempli la cabine, préoccupée et alerte. Tu veux que j'appelle la patrouille d'État? J'ai vu les phares reculer soudainement, réduisant rapidement la vitesse. Attends, Brad, ai-je dit, gardant ma voix stable. Le véhicule réduit maintenant la vitesse, recule. Mais ouais, préviens la patrouille d'État. J'entre au Pilot dans environ 2 minutes. La CB est restée silencieuse. Les phares ont continué à reculer jusqu'à n'être que des points lointains. Puis ont soudainement pris une sortie avant le Pilot, disparaissant dans l'obscurité d'une route secondaire. Je me suis garé au Pilot avec tout mon corps tendu, scannant chaque véhicule dans le parking, chaque ombre entre les camions garés. Brad avait rappelé en disant que la patrouille d'État passerait dans les 20 minutes et que 2 autres conducteurs de ma compagnie étaient à environ 50 km derrière moi si j'avais besoin de renfort. J'ai fait le plein à la pompe 5, pas la 7, avec mes portes verrouillées et le moteur en marche contre tous les protocoles de sécurité, mais je m'en fichais. Tout ce temps, je continuais à surveiller cette voiture blanche, quiconque s'approchant de mon camion, tout visage qui semblait trop intéressé par ce que je faisais. Les autres routiers autour de moi faisaient simplement leur routine normale, vérifiant les pneus, prenant un café, s'étirant les jambes, complètement inconscient que je venais de passer les 2 dernières heures à être traqué par quelqu'un qui en savait plus sur ma vie que certains de mes parents. Quand le policier d'État est arrivé, un jeune homme nommé l'officier Pearson, je lui ai montré les SMS de coordonnées, lui ai parlé des conversations CB, décrit le comportement de la voiture. Il l'a pris au sérieux. A dit qu'ils avaient eu des signalements similaires récemment, peut-être quelqu'un ciblant les routiers pour le vol de cargaison ou pire. J'ai terminé ma tournée jusqu'à Kansas City, mais j'ai vérifié mes rétroviseurs tout le long, sursautant chaque fois que quelqu'un appelait sur la CB. J'ai déposé des rapports auprès de ma compagnie, du DOT, même de la division des crimes en série du FBI sur les autoroutes. Oui, c'est une vraie chose. Ils n'ont jamais trouvé la voiture blanche ni découvert qui était derrière tout cela. J'ai changé mon itinéraire, obtenu un nouvel indicatif CB, fait en sorte que Jennifer verrouille tous nos réseaux sociaux. Les enquêteurs ont dit que c'était probablement quelqu'un avec des connaissances internes de l'industrie du camionnage, travaillant peut-être avec des réseaux criminels qui ciblent des chargements de haute valeur spécifiques. Ces jours-ci,
Je fais surtout des trajets en équipe, jamais seul sur ces trajets de nuit. Mais parfois, j'entends encore parler d'autres conducteurs vivant la même chose. Quelqu'un qui en sait trop, des coordonnées qui prédisent leur itinéraire, des phares qui suivent un peu trop parfaitement. La vérité, c'est que chaque fois que je passe la sortie 95 sur LI80, même en plein jour avec mon coéquipier ronflant dans la couchette, j'ai toujours cette sensation de serrement dans la poitrine. Je vérifie mes rétroviseurs un peu plus soigneusement. Je me demande toujours si ces phares derrière moi ne sont qu'un autre routier essayant de respecter son délai de livraison, ou si tout recommence. Epilogue Mystique. Parfois, quand je conduis seul la nuit, j'entends encore cette voix murmurer mon nom sur la CB, même quand elle est éteinte. Et une fois, j'ai vu une voiture blanche garée sur le bas-côté, vide, avec le moteur qui tournait. Février 2023 a été brutal pour les routiers dans le Midwest, et j'avais transporté des marchandises réfrigérées depuis environ 6 ans. La plupart des gens pensent que le camionnage longue distance, c'est juste des autoroutes sans fin et du mauvais café. Mais après avoir parcouru assez de kilomètres, on développe un 6e sens pour quand les choses ne vont pas. Je transportais une cargaison de fruits de mer surgelés de Boston à San Francisco, traversant le Nebraska sur LI80 quand le temps s'est gâté. Les prévisions annonçaient de la neige légère, mais ce qui s'est abattu cette nuit-là était un blizzard à part entière qui m'a fait serrer le volant si fort que j'en avais des marques sur les mains. J'avais déjà passé Grand Island quand la visibilité est tombée à peut-être 6 mètres. Et la chose intelligente aurait été de me garer à la prochaine aire de repos, mais la cargaison était sensible au temps, et le dispatch me soufflait dans le cou au sujet des fenêtres de livraison. En plus, j'avais déjà conduit dans des tempêtes pires, ou du moins c'est ce que je me répétais alors que le vent commençait à pousser ma remorque sur le côté. Vers 2 heures du matin, quelque part entre Kearney et North Platte, j'ai remarqué des phares dans mes rétroviseurs, 4 jeux, peut-être 5, maintenant une formation serrée derrière moi. Au début, j'ai pensé que c'était juste d'autres conducteurs utilisant mes feux arrière comme guide à travers la tempête, ce qui arrive tout le temps par mauvais temps. Mais quelque chose dans leur espacement était trop parfait, trop synchronisé. Ils ne me collaient pas exactement, mais ils étaient assez proches pour que je puisse distinguer la silhouette de leur camion à travers la neige chaque fois que le vent faiblissait une seconde. Ce qui a vraiment attiré mon attention, c'est à quel point ils roulaient dans le noir. Pas de feu de position, pas de logo de compagnie allumé. Rien que leurs phares coupant à travers la tempête. J'ai essayé de contacter sur le canal 19, la fréquence standard des routiers, demandant si quelqu'un avait besoin d'aide ou voulait former un vrai convoi pour traverser la météo en sécurité. Silence radio, pas même des parasites, juste rien. Comme si ma CB avait soudainement cessé de fonctionner. J'ai changé plusieurs canaux, j'ai même essayé la fréquence d'urgence, mais j'ai obtenu le même résultat. Un silence radio complet de la part des camions derrière moi. La chose étrange, c'est que je pouvais toujours capter les conversations d'autres conducteurs devant moi, se plaignant des conditions et avertissant du verglas près de la prochaine sortie. Donc ma radio fonctionnait bien, ce qui signifiait que ces gars derrière moi restaient délibérément silencieux. J'ai essayé d'accélérer progressivement, passant de 70 à environ 90 km/h, ce qui était déjà risqué compte tenu des conditions. Ils ont correspondre à ma vitesse parfaitement, maintenant cette même formation inquiétante. Quand j'ai relâché l'accélérateur, ils ont ralenti aussi, gardant cette distance exacte, comme s'ils étaient attachés à mon camion par des câbles invisibles. Mon indicateur de carburant était à environ un quart de réservoir, et je savais que je devrais bientôt m'arrêter à la station Flying J à environ 65 km devant. Mais l'idée de me garer avec ces ombres silencieuses derrière moi me serrait la poitrine. La neige tombait plus fort maintenant, et je pouvais à peine voir les marqueurs routiers qui guident habituellement à travers ces plaines. C'est alors que j'ai remarqué autre chose qui m'a tordu les entrailles. Les camions derrière moi étaient tous identiques. Même modèle, même couleur d'après ce que je pouvais voir. Probablement des Freightliner Cascadia de cette couleur blanche générique que les sociétés de location utilisent. Aucun nom de compagnie visible sur les portes. Aucun numéro d'hôte que je pouvais distinguer. Rien d'identifiant du tout. J'avais conduit assez longtemps pour savoir que même les propriétaires opérateurs indépendants ont généralement une sorte de marque sur leur camion. Ceux-ci étaient des fantômes, purement et simplement, et ils chassaient en meute. J'ai tendu la main vers mon téléphone pour appeler mon dispatch, peut-être obtenir des conseils ou au moins laisser quelqu'un savoir ce qui se passait. Mais je n'avais pas de réseau. Pas inhabituel ici au milieu de nulle part, surtout pendant une tempête. Mais le timing semblait trop commode. Puis ils ont commencé à se montrer créatifs avec leur positionnement. 2 d'entre eux se sont placés à côté de moi, un de chaque côté, tandis que les autres restaient derrière. Ils m'encadraient, une manœuvre agressive classique qui signifie généralement que quelqu'un veut que vous vous gariez. Mais ici, au milieu d'un blizzard à 2h30 du matin, sans raison légitime pour que quiconque veuille que je m'arrête, toutes les alarmes dans ma tête sonnaient. Je connaissais les histoires. Tout routier les connaît.
Des réseaux de vol de cargaison qui opèrent sur des tronçons isolés d'autoroute, utilisant plusieurs véhicules pour forcer les conducteurs à quitter la route. Ils ciblent les chargements de haute valeur, principalement de l'électronique. Mais les fruits de mer peuvent aussi rapporter pas mal d'argent si on sait où les revendre. Les camions à côté de moi correspondaient exactement à ma vitesse. Assez près pour que je puisse voir que les conducteurs portaient des casquettes tirées bas. Aucun visage visible dans l'obscurité de leur cabine. Ils n'essayaient pas de me dépasser, ne reculaient pas, maintenaient juste cette présence menaçante. J'ai pris une décision qui a probablement sauvé ma cargaison, et peut-être plus que cela. Au lieu d'essayer de les distancer ou de me garer comme ils le voulaient, j'ai commencé à réduire progressivement ma vitesse jusqu'à environ 55 km/h. Le camion à ma gauche a dû choisir entre ralentir ou me dépasser. Et après quelques secondes tendues, il a accéléré et m'a devancé. C'est alors que j'ai tiré brusquement le volant vers la gauche et me suis engouffré dans le terre-plein central prévu pour les véhicules d'urgence, le genre qu'ils utilisent pour faire demi-tour quand ils doivent repartir dans l'autre sens. Ma remorque a dérapé affreusement dans la neige. Et pendant un moment terrifiant, j'ai cru que j'allais faire un tête-à-queue. Mais des années de conduite hivernale ont pris le relais, et j'ai réussi à garder le contrôle, rebondissant sur le terrain accidenté du terre-plein. Le convoi n'a pas pu me suivre immédiatement. Ces passages sont à peine assez larges pour un camion, et ils avaient été pris au dépourvu par mon mouvement soudain. Maintenant, je roulais en sens inverse sur les voies ouest, techniquement dans le mauvais sens, mais avec pratiquement aucun trafic en raison de la tempête. Je pouvais voir leurs phares dans mes rétroviseurs commencer à tourner, probablement prenant la prochaine sortie officielle pour faire demi-tour. Mais je m'étais donné un peu de temps. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre par-dessus le bruit du moteur, et je savais que j'avais peut-être 5 minutes avant qu'il ne se réorganise et ne vienne après moi. J'ai poussé sur environ 3 km en sens inverse, feu de détresse clignotant, priant pour ne croiser personne dans la tempête. Puis j'ai pris un autre terre-plein pour revenir sur la voie. Toute la manœuvre m'avait donné peut-être 5 km d'avance sur eux, mais dans un semi-chargé de 18 tonnes de fruits de mer surgelés, ce n'était pas une grande avance. J'ai attrapé mon téléphone à nouveau, j'avais enfin une barre de réseau, et j'ai réussi à joindre le 911. La dispatch a semblé sceptique au début. Les routiers devenant paranoïaques dans les tempêtes n'est pas rare. Mais quand j'ai donné le kilométrage et décrit 5 camions blancs identiques roulant en formation sans lumière, son ton a changé. Elle m'a dit qu'il y avait eu 3 signalements de détournement le mois dernier utilisant exactement la même méthode. Toujours pendant le mauvais temps quand la visibilité était faible et le trafic léger. La patrouille d'État était déjà à la recherche de cet équipage, mais il frappait différents tronçons de LI 80, jamais 2 fois au même endroit. Elle a dépêché des unités immédiatement, mais m'a prévenu qu'elles étaient au moins à 20 minutes en raison du temps. 20 minutes, c'est une éternité quand on est traqué. J'ai continué à vérifier mes rétroviseurs de manière obsessionnelle, attendant que ces phares réapparaissent, sachant qu'ils fermaient probablement l'écart. En effet, environ 10 minutes plus tard, je les ai repérés à nouveau, arrivant vite. Mais cette fois, je n'étais pas seul sur la route. Un camion Schneider était apparu devant moi, et un conducteur Swift arrivait derrière. 2 routiers légitimes que j'entendais discuter sur la CB de la météo. J'ai immédiatement pris la radio, interrompant leur conversation avec un avertissement au sujet du convoi. Le conducteur Schneider, un type plus âgé nommé Bill d'après sa voix, a dit qu'il les avait remarqués aussi, rôdant à la dernière aire de repos avec leur moteur en marche, mais aucun conducteur visible dans les cabines. Le conducteur Swift a ajouté qu'il avait entendu parler d'un autre routier d'une activité étrange dans ce secteur récemment. Nous avons décidé de rester ensemble, formant notre propre convoi défensif avec moi au milieu. Les camions fantômes ont reculé quand ils ont vu que nous nous étions groupés, réalisant probablement que leur tactique d'intimidation ne fonctionnerait pas contre 3 d'entre nous. Mais ils n'ont pas disparu. Ils ont maintenu une distance d'environ 400 mètres, juste assez pour être légaux, mais assez proche pour garder la pression. Bill a suggéré que nous prenions tous la prochaine sortie ensemble, restions serrés dans la bretelle, et trouvions un endroit public pour attendre la patrouille d'État. La sortie menait à une petite ville agricole, Elm Creek, je crois. Et il y avait une station-service ouverte 24h, 24 visibles depuis l'autoroute. Alors que nous signalions pour la sortie, le convoi fantôme a soudainement accéléré. Et pendant un moment terrifiant, j'ai cru qu'ils allaient nous emboutir. Au lieu de cela, ils nous ont dépassés à probablement 110 km/h, ce qui était extrêmement dangereux dans ces conditions, et ont continué vers l'ouest sur LI 80. Nous avons tout de même pris la sortie, nous sommes garés dans cette station-service, et avons stationné nos camions côte à côte sous les lumières vives du haut vent. L'endroit avait des caméras de sécurité partout, et le commis de nuit, un jeune gars qui semblait tout juste sorti du lycée, est venu voir pourquoi 3 semi-remorques avaient soudainement encombré son parking. La patrouille d'État est arrivée environ 15 minutes plus tard,
a pris nos déclarations et a dit qu'elle lancerait une alerte pour 5 Freightliner Cascadia blancs roulant ensemble. L'officier, un vétéran avec des tempes grises, nous a dit que nous avions tout fait correctement. Il avait vu ce qui arrive quand les conducteurs essaient de tenir seuls contre ces équipages. Camions endommagés, cargaisons volées, et parfois pire. Nous sommes restés à cette station-service pendant environ 2 heures, attendant que le temps s'améliore et buvant un café terrible tout en échangeant des histoires. Bill a mentionné qu'il conduisait depuis 30 ans et n'avait jamais rien vu de tel. La coordination, la patience, la manière dont ils utilisaient la tempête comme couverture. Le conducteur Swift, un jeune gars qui se faisait appeler Tony, continuait à vérifier le parking nerveusement, convaincu qu'il pourrait faire demi-tour. Le policier est resté avec nous un moment, passant des appels à d'autres unités, essayant de suivre où le convoi était allé. Vers 5 heures du matin, il a reçu des nouvelles qu'ils avaient été repérés prenant une sortie à environ 100 km à l'ouest, disparaissant dans une zone industrielle où ils avaient probablement un entrepôt ou un endroit pour démonter les marchandises volées. À ce moment-là, la neige s'était suffisamment calmée pour que nous nous sentions en sécurité de reprendre la route. Bill et Tony ont décidé de faire un convoi avec moi jusqu'à North Platte, où je devais faire le plein. Nous avons échangé nos numéros, promis de rester en contact, et je suis arrivé à San Francisco 2 jours plus tard sans autres incidents. La compagnie n'a jamais retrouvé ces camions ni l'équipage qui les conduisait, du moins pas que j'ai entendu. Mais la nouvelle s'est répandue rapidement à travers le réseau des routiers, les conversations sur la CB, les discussions dans les aires de repos, les forums en ligne où les conducteurs partagent des avertissements. Tout le monde a commencé à être plus prudent pendant les tempêtes sur ce tronçon de LI 80, surtout quiconque transportait des cargaisons précieuses. J'ai changé mon itinéraire après cela, prenant LI 7 à travers le Kansas, même si cela ajoute des kilomètres. Et je ne conduis plus jamais seul à travers le Nebraska pendant le mauvais temps. Certains pourraient me traiter de paranoïaque, mais ils n'ont pas vu ces 5 jeux de phare maintenant une formation parfaite dans un blizzard. Ils n'ont pas senti cette menace calculée d'être traqués sur une autoroute vide. Je transporte toujours des marchandises. J'aime toujours la liberté de la route ouverte. Mais maintenant je sais qu'il y a des prédateurs qui utilisent nos propres tactiques contre nous. Le convoi fantôme m'a appris que parfois les choses les plus dangereuses sur l'autoroute ne sont pas la glace, le vent ou les pannes mécaniques que nous craignons tous. Parfois, ce sont les autres conducteurs qui vous voient non pas comme un collègue routier essayant de gagner sa vie, mais comme une proie. Epilogue Mystique. Parfois, quand je conduis dans le Nebraska la nuit, je vois 5 paires de phares dans mes rétroviseurs, même quand la route est vide. Et une fois, j'ai entendu une voix sur la CB me dire « On te voit, Garrett ».